Certaines histoires sont bien plus que des faits rapportés. Elles deviennent des énigmes troublantes qui marquent les esprits, des récits dont on se souvient parce qu'ils défient la logique, le bon sens et parfois même l'humanité. Ce que vous allez découvrir ici est une affaire où chaque détail soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, où la frontière entre la confiance et la trahison s'est brutalement effondrée. Une jeune femme disparaît dans des circonstances étranges, et derrière ce voile d'apparente normalité se cache une réalité glaçante. Cette affaire a captivé, choqué et déchiré ceux qui la connaissent. Pourtant, ce n'est que la surface d'un drame bien plus profond, d'un mystère que personne n'aurait pu anticiper. Préparez-vous à plonger dans une enquête où le réel dépasse de loin la fiction. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter du cas d'Anastasia Grisman et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous parce qu'elle est vachement longue et surtout très intéressante. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, de mettre des super boosts d'ailleurs, il y a une nouvelle fonctionnalité pour mettre les petits créateurs en avant, donc n'hésitez pas à le faire. Je sais pas encore comment ça fonctionne, c'est Rudy qui m'a expliqué un petit peu rapidement. N'hésitez pas à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour nous aider si jamais vous aimez notre chaîne. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle enquête. Anastasia Grisman voit le jour le 7 février 1996. Dès ses premiers instants, la vie lui tourne malheureusement le dos. Son père, rongé par l'alcool, brille par son absence. Il n'est qu'un fantôme dans son enfance. Elle grandit seule avec sa mère, Elena, dans un dortoir vétuste aux murs ternes où les espoirs s'effilochent avec le papier peint. Elles dorment dans le même lit, un lit qui n'a absolument rien d'un refuge. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, Anastasia, que ses proches appellent tendrement Nastia, ne possède ni chambre, ni coin à elle, ni même un semblant d'intimité. Elena, qui est une mère courageuse mais complètement accablée, multiplie les emplois précaires, souvent dans des villes lointaines. Elle s'épuise à survivre, à payer les factures et à tenir debout. Nastia est livrée à elle-même et apprend très tôt à se débrouiller toute seule. Dans l'une de ses vidéos les plus poignantes, elle confie ne jamais avoir vraiment été élevée par quelqu'un d'autre qu'elle-même. À 12 ans, sa mère prend une décision difficile. Elle envoie sa fille vivre chez la mère de son ex-compagnon, une grand-mère que Nastia ne connaît presque pas, mais qui vit à seulement 30 minutes de route. C'est une figure jusque-là floue, mais qui va devenir essentielle. Bien que coupée de toute relation avec son père, Nastia découvre une présence bienveillante chez cette grand-mère paternelle. Pour la première fois, un espace lui est réservé. Elle a une chambre rien que pour elle toute seule. Et c'est un simple détail pour beaucoup, puisque la majorité d'entre nous avons tous une chambre à nous seuls, mais pour Nastia, c'est une révolution. C'est un sanctuaire. Ce petit havre de paix devient le symbole d'un tournant à l'aube de son adolescence. Pour la première fois, elle se sent exister dans un lieu où elle peut enfin respirer. Mais pendant que Nastia s'ancre dans cette nouvelle vie, le lien avec sa mère se fragilise. Elena déménage encore, happée par ses obligations professionnelles. Les visites du week-end deviennent rares, puis disparaissent presque totalement. Nastia comprend, douloureusement, qu'elle est passée au second plan dans la vie de sa mère. Ce n'est plus elle que sa mère choisit de retrouver, mais d'autres hommes, une nouvelle vie, jusqu'à un remariage. Un sentiment d'abandon s'installe chez l'adolescente, qui est profond et silencieux. Elle se sent oubliée, écartée du cœur de celle qu'elle aimait. Le vide se remplit de solitude, d'amertume, et Nastia lutte contre une dépression rampante, contre la pauvreté et l'impuissance permanente de son existence. Peu à peu, cette douleur intérieure se cristallise en un trouble de l'alimentation. Elle tente de garder le contrôle en maîtrisant le seul domaine qu'elle peut, qui est son propre corps. Elle se débat contre tout. Le monde, les circonstances et contre elle-même. Sa grand-mère, elle, devient une bouffée d'air frais. Elle repère en Nastia une sensibilité artistique naissante. Et plutôt que de l'éteindre, elle l'encourage. Elle lui offre des crayons, des pinceaux, de quoi créer, rêver, s'exprimer, s'inventer.
Nastia découvre alors ce que signifie la liberté, même si ce n'est que sur du papier. À l'âge de 15 ans, quelque chose en elle va changer. L'art ne lui suffit plus dans un carnet ou sur une toile. Elle ne veut plus seulement créer des œuvres, elle veut les incarner. Elle veut que son propre corps devienne un support, une déclaration permanente. Et c'est à cet âge qu'elle tombe amoureuse des tatouages, de leur force, de leur sens et de leur intensité. Mais en Russie, comme ailleurs, dans beaucoup de pays, c'est pas nouveau, la loi interdit les tatouages aux mineurs. Il faut donc attendre 18 ans. Et pourtant, Nastia n'a jamais été du genre à attendre patiemment que les choses se fassent. Elle n'obéit clairement pas aux règles, elle les bouscule. Et sa grand-mère n'est pas de celle qui réprime. Elle comprend, elle soutient, elle n'est pas seulement une tutrice, elle est avant tout une alliée. Ensemble, elles franchissent la porte d'un studio de tatouage. Nastia n'a que 15 ans lorsque l'aiguille trace sur sa peau son tout premier tatouage. Et celui-là, elle ne l'a jamais regretté. Ce geste audacieux, presque anodin, devient le point de départ d'une transformation bien plus vaste. Son corps devient une toile vivante. Chaque trait, chaque ligne, chaque ombre d'encre raconte une histoire. Ce n'est pas juste un style, c'est une promesse, celle de vivre de son art, de l'incarner jusqu'au bout, de le porter sur elle comme une seconde peau. À l'adolescence, Nastia incarne cette figure rare que beaucoup admirent de loin sans jamais oser imiter. Mais ce n'est pas uniquement son apparence qui la rend si particulière, c'est ce qu'elle dégage. Derrière ses cheveux teints, ses piercings multiples et ses vêtements atypiques, se cache une jeune femme incroyablement déterminée. Elle poursuit des études de mécanique automobile au lycée, un domaine encore largement dominé par les hommes. Elle suit aussi des cours de programmation, explorant le monde du code et de la logique informatique. Elle ne se contente pas d'être belle, elle est brillante, audacieuse et complète. Son amour pour l'art, qui jusque-là s'exprimait en dessin et tatouage personnel, prend une dimension plus concrète lorsqu'elle décroche un poste d'apprenti dans un studio de tatouage. Ce lieu devient une extension d'elle-même. Elle n'y trouve pas seulement un métier, mais un moyen de faire vivre son art, d'en tirer un revenu et surtout de s'affirmer dans un univers qui la passionne. Au fil des années, son apparence évolue au rythme de sa personnalité. Son look devient le reflet direct de son esprit créatif, un mélange électrisant de culture animée et d'esthétique gothique. Impossible de l'oublier après l'avoir croisée. À 16 ans, elle ouvre son tout premier compte sur un réseau social russe, une plateforme qui ressemble à une version locale de Facebook. Elle y partage ses passions sans filtre, des extraits d'animés, des jeux vidéo, ses inspirations graphiques, des clichés de ses tatouages. Peu à peu, autour d'elle, une petite communauté se forme. Des personnes qui se reconnaissent en elle, qui vibrent à travers son univers. À cette époque, le mot influenceuse n'a pas encore envahi les conversations. Mais Nastia en incarne déjà parfaitement l'idée. Elle crée, elle partage, elle inspire, et elle le fait avant tout le monde. En 2014, elle atteint sa majorité. Elle a 18 ans. Elle termine ses études secondaires et se retrouve à l'aube d'une nouvelle étape. Trouver un emploi. Le tatouage, évidemment, s'impose comme une évidence. Ce n'est pas qu'une passion, c'est désormais une compétence professionnelle. Et en plus de ça, elle excelle. Son corps, lui, est déjà une galerie d'encre. En seulement 3 ans, elle l'a transformé en œuvre vivante. Chaque centimètre ou presque porte une pièce, un symbole, un souvenir. À peine a-t-elle atteint l'âge légal que sa peau semble presque saturée, comme si elle avait rattrapé en 3 ans tout ce que d'autres mettent une vie à construire. Rapidement, elle se fait remarquer dans le milieu artistique, notamment à Saint-Pétersbourg. Son style éclate aux yeux. Il est moderne, provocateur, empreint de personnalité. Mais Nastia ne se limite pas à l'art corporel. Elle continue d'explorer plusieurs univers. Elle suit encore des formations en codage, vend des œuvres de design graphique et développe son nom dans divers cercles créatifs. Elle ne veut pas se laisser enfermer dans une seule case. Elle bâtit sa propre trajectoire et rien ne semble pouvoir l'arrêter. À 18 ans, elle a déjà ce que beaucoup de personnes espèrent obtenir en une décennie. Un métier passionnant, une autonomie financière et surtout une totale liberté dans sa manière de vivre. Elle gagne assez pour prendre son indépendance et s'installer seule. Elle ne dépend plus de personne. Nastia vit intensément, librement. Mais un objectif reste en ligne de mire. Plus vaste, plus profond. La célébrité. Elle veut être reconnue. Elle veut être vue, suivie.
Peu importe le vecteur, que ce soit l'art, les réseaux sociaux, la télévision, elle s'en fout. Elle veut juste exister aux yeux du monde. Et dans cette optique, elle candidate à une émission russe baptisée Tomboy. On sait peu de choses sur le programme, sinon qu'il s'agissait d'un concept de relooking, transformer des filles au style masculin en figures ultra féminines. Nastia, elle n'a pas été retenue. Peut-être parce qu'elle ne correspondait pas du tout à l'image d'un garçon manqué. Elle n'était ni discrète, ni en retenue. Elle incarnait un esthétique punk, coloré, tatoué, totalement assumé. Trop audacieuse, sans doute, pour une émission calibrée pour le grand public. Elle cherche les projecteurs. Quand la télé la repousse, elle décide de créer sa propre scène. Et ça fonctionne. À 21 ans, elle s'impose comme une figure locale incontournable du tatouage à Saint-Pétersbourg. L'année 2019 marque d'ailleurs un tournant décisif dans sa vie. Nastia n'est plus seulement une tatoueuse reconnue. Elle devient une artiste indépendante avec des revenus solides. Alors que beaucoup de ses collègues doivent encore brader leurs tarifs, elle s'affirme comme une marque à part entière. Ses prix montent, sa clientèle est fidèle, elle s'agrandit et son style reste immédiatement identifiable. Cette même année, elle célèbre ses 23 ans et quelque chose de nouveau explose, son compte TikTok. En quelques mois, elle rassemble environ 290 000 abonnés, un chiffre colossal pour l'époque. Nous sommes encore avant la pandémie, un moment où TikTok reste un terrain peu exploré. Nastia, encore une fois, elle devance la vague. Elle comprend instinctivement les codes, capte l'attention et elle fascine. À l'époque, TikTok n'était pas encore vraiment pris au sérieux. Est-il vraiment pris au sérieux encore aujourd'hui ? C'est une vraie question. Mais à l'époque, c'était encore pire. On en riait, on le réduisait à une simple appli pour adolescents presque dégénérés en quête de gloire éphémère, rempli de chorégraphies maladroites et de sketchs embarrassants. Même si ça n'a pas totalement changé, il y a quand même du bien à prendre sur cette plateforme, comme dans toutes les plateformes évidemment, et c'est grâce à TikTok que la jeune femme va complètement exploser. Dans cet environnement complètement décrié, Nastia tire son épingle du jeu. Elle parvient à fédérer plus de 300 000 abonnés, bien avant que la plateforme ne devienne mainstream. Elle ne surfe pas sur une tendance, elle la précède. Elle impose son style, son univers, son authenticité. Elle brille là où d'autres peinent à émerger. À ce moment de sa vie, tout semble enfin s'aligner. Elle est libre, stable, talentueuse. Elle vit de son art, gagne de l'argent, attire les regards, et mieux encore, elle a tout construit de ses propres mains. Sans piston, sans raccourci. Une ascension qui, il faut le dire, est clairement méritée. Et pendant ce temps, évidemment, elle est heureuse. Mais la vie a cette ironie cruelle de s'assombrir justement quand elle devient lumineuse. Trop souvent, quand tout commence à aller bien, un grain de sable vient enrayer la machine. Et dans cette écrasante majorité de cas, ce grain de sable a un nom, un visage, un homme. Dans l'histoire de Nastia, cet homme s'appelle Dimitri. Et l'entrée de Dimitri dans sa vie est, en soi, déjà assez étrange. Il ne débarque pas par hasard, ni par pur hasard professionnel. Non, il lui est présenté par sa propre compagne. Une certaine Margarita, en couple avec Dimitri depuis déjà 5 ans. C'est elle qui lui parle de Nastia, qui lui recommande de se faire tatouer chez cet artiste qu'elle adore. Un geste qui, en surface, semble anodin, amical, presque banal. Mais cette recommandation va marquer le début de l'effondrement de 3 destins. Dimitri pousse les portes du studio de Nastia, sans se douter que cette première rencontre va bouleverser leur vie. Il s'assied face à elle, cette jeune femme dont le nom circule déjà dans les cercles alternatifs de Saint-Pétersbourg. Elle rayonne, concentrée, professionnelle. Le dessin qu'ils imaginent est ambitieux, complexe. Il demandera plusieurs sessions, impossible à terminer en une seule fois. Dimitri accepte, il est en confiance et après tout, Margarita elle-même a été cliente, satisfaite, admirative du travail de Nastia. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre qui sont Dimitri et Margarita. En apparence, ils forment un couple soudé, 5 ans de relation, à la fois sentimentale et professionnelle. Car leur partenariat dépasse le cadre privé. Ils partagent aussi une carrière, dans l'ombre, dans l'illégalité. Tous deux travaillent dans l'industrie graphique russe.
Un monde qui est clandestin, risqué, surveillé, car en Russie, pour ceux qui ne le savent pas, produire du contenu pornographique n'est pas seulement mal vu, c'est un crime, passible de peine allant jusqu'à 6 ans de prison. Le visionnage de pornographie est toléré, mais sa création, elle, est interdite. Techniquement, seul le contenu qualifié d'érotique est autorisé, mais dans des conditions si strictes qu'elles rendent toute marge de manœuvre presque impossible. Et c'est dans ce contexte-là que Dimitri et Margarita évoluent. Acteur et producteur, il assume ce double rôle dans l'ombre. Mais avant de plonger dans les zones grises de ses activités, il veut remonter plus loin ses origines. Dimitri Chernisev est né le 15 février 1998, soit 2 ans après Anastasia. Il grandit dans une petite ville nommée MSK, située à près de 4 heures d'avion de Saint-Pétersbourg. Son enfance est marquée par une tragédie. Sa mère biologique meurt alors qu'il est encore très jeune. Son père se remarie et c'est sa belle-mère qui l'élève. Mais la perte de sa mère laisse une cicatrice profonde et silencieuse. Un de ces chocs qui façonnent un être humain à jamais. Dès l'enfance, Dimitri se montre introverti, effacé. Il se replie sur lui-même et les adultes le décrivent comme quelqu'un de calme, mais distant. Il ne montre pas facilement ses émotions. Bref, quelque chose chez lui semble verrouillé, comme si une partie de lui n'avait jamais appris à se connecter au monde. Dès l'adolescence, Dimitri commence à se forger une présence en ligne. Sur ses réseaux sociaux, il partage ce qui l'inspire, de la poésie, des fast-foods et la mort. Oui, la mort. Elle n'est clairement pas un sujet secondaire ou passager. Elle devient un thème central, une obsession inquiétante dans sa vie. Ce n'est pas une simple esthétique gothique qu'il adopte pour le style. Très vite, ses publications prennent une tournure plus sombre, bien plus dérangeante. Il ne se contente pas d'écrire sur la fin de vie. Il se met en scène au milieu des tombes, photographié dans des cimetières, seul, silencieux. Il prend des selfies devant des pierres tombales, souvent celles de jeunes filles. Le regard fixe, le visage impassible, il accompagne ces images de commentaires froids, presque cliniques. Il parle de ses promenades parmi les sépultures de filles mortes, plus jeunes que lui, comme si ce rituel lui procurait du réconfort. Pour beaucoup, c'est un comportement très alarmant. Il ne s'agit plus de provocation adolescente, mais d'un malaise profond. Dimitri développe alors un discours glaçant sur les relations amoureuses. Il rédige de longs posts détaillant ce qu'il recherche chez une partenaire, mais ce qu'il décrit est troublant, voire même carrément abject. Il affirme qu'il ne pourrait jamais avoir de rapport avec une personne dépassant un certain poids. Et pire encore, il déclare publiquement qu'il ne serait attiré que par des filles de moins de 16 ans. Un aveu qui est brutal, pervers, qui expose un aspect bien plus sombre de sa personnalité. Son ton est glacial, dépourvu d'empathie. Il va jusqu'à parler de Margarita, sa compagne, comme s'il s'agissait d'un objet. Il écrit qu'elle n'est rien d'autre qu'un corps, dénué d'âme ou de valeur. Il n'évoque ni amour, ni respect, ni affection. Juste de la chair, comme si elle n'était pas humaine. Lire ces mots est une épreuve. Tout son discours sointe la misanthropie, la misogynie et surtout la déshumanisation. Vers l'âge de 18 ou 19 ans, Dimitri et Margarita quittent leur ville natale pour s'installer à Saint-Pétersbourg. C'est clairement un tournant dans leur vie. En surface, Dimitri se lance en tant que freelance, travaillant dans le domaine de la tech. Il propose des services de codage, en web design, tout ce qui peut lui apporter un revenu. À première vue, il ressemble à un jeune geek autodidacte qui profite du numérique pour s'émanciper. Mais sous cette façade lisse, Dimitri cache un passé très trouble. À 19 ans, il a déjà un casier judiciaire. 2 condamnations. La première à l'âge de 16 ans, pour vol, et la seconde, plus grave, pour avoir esquivé le service militaire obligatoire en vigueur en Russie à partir de 18 ans. Éviter cette conscription n'est pas un simple manquement, c'est un délit sérieux qui entraîne des sanctions durables. Depuis cette condamnation, Dimitri est interdit de sortir du territoire russe à vie. Et c'est cet homme-là qui entre un jour dans le studio de Nastia pour un tatouage. Une rencontre presque banale en apparence, mais qui va marquer un tournant. Les séances sont longues, le dessin prévu est complexe, réparti sur plusieurs rendez-vous, et donc plusieurs occasions de se voir. Pendant que l'aiguille trace les lignes sur la peau de Dimitri, les échanges se multiplient. Nastia découvre un garçon qui partage plusieurs de ses centres d'intérêt. Tous deux sont fascinés par les voitures, notamment les supercars, et par les courses type NASCAR.
Les conversations coulent naturellement. Leur corps aussi raconte une histoire commune. Ils sont tous les deux presque entièrement recouverts de tatouages. Le tatouage n'est pas un simple ornement pour eux, c'est un langage, un prolongement de leur identité. Et pour Nastia, quelque chose naît, une résonance, comme un écho silencieux. Elle ressent plus qu'une simple affinité, quelque chose de profond, une forme de reconnaissance. Ils viennent de mondes différents, mais ont grandi avec des blessures similaires. Une absence maternelle, un sentiment d'abandon, un besoin vital de se forger une place dans le monde. Tous deux sont animés par cette même énergie brutale, celle de ceux qui n'ont rien eu au départ et qui rêvent de briller. Et Dimitri, lui aussi, recherche la reconnaissance. Il veut devenir quelqu'un. Il veut laisser une trace. Au fil des sessions, leur lien se renforce. Ils commencent à se voir en dehors du studio. D'abord, lors de salons de tatouage, puis à des expositions d'art, et enfin, à des événements automobiles. Ils se croisent dans ces lieux où leur monde commun existe, où ils se sentent à leur place. Très vite, leur amitié semble glisser vers autre chose. Quelque chose qui ressemble à une relation naissante. Et Margarita, elle regarde tout ça se produire. Et elle vacille, forcément. Sa jalousie, d'abord contenue, devient obsessionnelle. Elle observe les regards échangés, les sourires complices, les silences partagés. Elle sent que quelque chose lui échappe. Elle craque à plusieurs reprises. Son calme se fissure, laissant place à des accès de colère, de paranoïa. Elle a tout quitté pour Dimitri. Sa ville, ses repères, sa vie d'avant. Elle a déménagé à Saint-Pétersbourg pour lui, et non parce qu'elle en avait réellement l'envie. Et voilà que ce même homme commence à se rapprocher dangereusement de celle qu'elle lui avait elle-même recommandée. Et maintenant, elle doit regarder les deux se lier. Les voir rire, partager leur passion, s'apprivoiser, c'est une scène qui la hante, comme si elle assistait, impuissante, à la naissance d'une intimité dont elle était exclue. Pour elle, c'est une trahison émotionnelle, un effondrement silencieux. Et ce genre de triangle, ça peut faire des ravages. Chaque fois que Dimitri sortait avec Nastia, son téléphone se mettait à vibrer frénétiquement. C'était Margarita. Elle appelait sans arrêt. Elle envoyait des dizaines de messages. Des textos désespérés, chaotique, remplie d'accusations et de menaces. Elle disait qu'il l'avait trahi, qu'il couchait avec cette autre femme, qu'il allait se faire du mal, et qu'un jour, Nastia paierait pour la douleur qu'elle, Margarita, vivait au quotidien. Cette pression, ce harcèlement émotionnel a fini par atteindre un point critique. Après plusieurs jours d'escalade, de cris, de menaces, de crises, Dimitri et Nastia ont pris une décision. Ils ont choisi de se rendre chez Margarita. Dans cet appartement qu'elle partageait encore avec Dimitri, ils voulaient lui parler, lui expliquer, tenter de la rassurer, lui faire comprendre qu'elle se trompait, qu'elle imaginait des choses, que non, il ne se passait rien entre eux. Mais Margarita n'a pas cru un seul mot. L'atmosphère dans l'appartement était irrespirable. Tension, colère, larmes, les mots fusaient et les accusations aussi. Et au beau milieu de cette confrontation, alors que les cris résonnaient encore contre les murs, Margarita s'est effondrée, littéralement. Plus un mot, plus une défense, juste des sanglots bruts, incontrôlables. Puis sans prévenir, elle a couru hors de l'appartement. Dehors, dans la rue, alors qu'il neigeait, que le sol était gelé et que le vent lui coupait la peau. Elle n'avait sur elle qu'un simple pyjama. Nastia est restée figée un instant. Pas à cause de la dispute, mais parce qu'elle a compris. Ce qu'elle voyait, ce n'était pas juste une crise de jalousie. C'était une femme qui tombait en morceaux. Une femme qui avait atteint ses limites, qui n'avait plus aucune ressource pour faire face. Une femme en plein effondrement psychologique. Et Nastia, avec son passé, avec ses blessures, avec tout ce qu'elle portait déjà elle-même, a ressenti cette douleur profondément. Alors, elle a fait ce que Dimitri n'a pas fait. Elle a composé le numéro des urgences. Margarita avait besoin d'aide, immédiatement. Peu importait que ce soit physique ou émotionnel. Elle était seule, gelée, vulnérable, en pleine crise. C'était une urgence de santé mentale. Et pendant ce temps, Dimitri restait là, inerte, silencieux et indifférent. Ce soir-là, c'est Nastia qui a réagi. C'est elle qui a pris la responsabilité. C'est elle qui a tenté de sauver quelque chose. Dimitri, lui, il n'a rien fait. Pas un geste, pas un mot pour la femme avec qui il avait partagé des années de vie. Aucune réaction face à celle qui venait de s'enfuir dans la neige, pieds nus, brisée, juste en pyjama. Heureusement, cette nuit ne s'est pas soldée par une tragédie,
Mais la douleur de Margarita, elle, n'a pas disparu. Quelques semaines plus tard, elle découvre quelque chose qui la détruit un peu plus. Dimitri a acheté une voiture à Nastia. Une vraie voiture, un cadeau qui est énorme. Et ce geste, ce n'était pas un simple présent, c'était un message brutal, clair, impossible à ignorer. Nastia n'était pas juste une amie, elle était bien plus, elle était celle qu'il avait choisie. Margarita, elle, n'avait jamais rien reçu de tel, pas même l'ombre d'un geste aussi généreux, aussi significatif pendant toutes leurs années ensemble. Margarita ne tient plus. Aveuglée par la rage, elle vole la voiture. Et elle la détruit. Elle la fracasse contre les murs. Elle l'écrase intentionnellement. Elle la laisse totalement hors d'usage. Ce geste n'est pas seulement violent, il est désespéré. Margarita est en lambeaux. Psychologiquement, elle est complètement déchirée. Elle voit l'homme qu'elle aime offrir à une autre ce qu'elle n'a jamais eu, alors qu'elle est toujours en couple avec. Petite précision. Une attention, une tendresse, un statut. Nastia reçoit une version de Dimitri que Margarita n'a jamais connue et qu'elle ne reconnaît même pas. Une version aimante, généreuse, visible. Sur les réseaux sociaux, Dimitri ne parlait jamais de Margarita, c'est à peine si les gens savaient qu'il était en couple. Et quand il le faisait, ce n'était que pour la réduire à un corps. Pas d'amour, pas de respect, pas de considération, juste de la chair. Et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose d'encore plus glauque. Pendant que Margarita s'effondrait, pendant qu'elle perdait la tête, Dimitri continuait d'exploiter son corps. Il l'utilisait toujours dans ses vidéos pornographiques. Elle continuait à se produire devant sa caméra. Elle était là, nue, exposée, vulnérable, et lui de son côté il profitait. C'est lui qui récoltait les vues, les revenus, pendant qu'elle, elle s'enfonçait. Et puis, il y a eu l'histoire de la voiture, et ce geste a été la fin. Dimitri l'a complètement rayé de sa vie. Sans un mot, sans un retour, il a coupé net et quelques jours plus tard, il a officialisé sa relation avec Nastia. Oui, la même Nastia qu'il avait juré n'être juste qu'une amie. Et ce qui aurait pu ressembler à une belle histoire d'amour s'est très vite transformé en une emprise totale. Dimitri ne s'est pas contenté d'être le compagnon de Nastia. Il s'est peu à peu immiscé dans tous les aspects de sa vie. Il a endossé le rôle de manager, d'assistant personnel, de planificateur de carrière, jusqu'à devenir l'unique filtre entre elle et le monde professionnel. À cette époque, Nastia jouissait déjà d'une grande notoriété. Étant une tatoueuse reconnue et une influenceuse très suivie, ça ouvrait forcément à de nouvelles portes. Partenariats, placement de produits, collaboration artistique, bref, des revenus considérables pour une jeune femme dans la Russie d'aujourd'hui. Dimitri lui a promis de tout gérer. La création de contenu, la gestion de son planning, la communication avec les marques, l'organisation de ses rendez-vous. Même ses réservations pour les tatouages passaient désormais par lui. Avant cette relation, Nastia avait gagné environ 40 000 $ par an, une somme déjà bien confortable. Mais avec Dimitri aux commandes, ses revenus ont bondi à plus de 72 000 $ par an. En apparence, tout allait mieux, c'était même très bien, mais en réalité, absolument tout lui échappait. Son succès ne lui appartenait plus. Il était désormais sous contrôle. Et celui qui tirait les ficelles n'était plus seulement son petit ami, mais un homme qui, subtilement, effaçait son autonomie. Certes, on pourrait croire que Dimitri apportait des avantages. Une meilleure organisation, une montée en puissance médiatique, des revenus qui sont boostés, mais très vite, ces bénéfices se sont vus noyés dans une relation de plus en plus toxique. En février 2022, soit seulement 5 mois après leur rencontre, ils se sont mariés. Une décision précipitée, presque irréelle, tant leur union semblait déjà entacher des équilibres. Peu après le mariage, la trajectoire de Nastia a changé radicalement. L'artiste tatoueuse et influenceuse a complètement disparu au profit d'un tout autre personnage. Elle est devenue la nouvelle partenaire pornographique de Dimitri. Après avoir évincé Margarita, il s'est tourné vers Nastia et il ne lui a laissé aucun répit. Progressivement, il l'a convaincue, puis poussée jusqu'à ce qu'elle accepte de tourner des vidéos pour OnlyFans. Ce qui a commencé comme une collaboration discrète est rapidement devenu public. En quelques semaines, leurs vidéos ont également été diffusées sur Pornhub. Ainsi, celle qui peignait son monde sur la peau des autres s'est retrouvée elle-même exposée comme un produit. Cette double vie n'est pas restée secrète très longtemps. À peine 1 mois après ses débuts dans l'industrie pour adultes, Nastia a été invitée à participer à une émission de télévision nationale baptisée Beyond the Border.
Ce programme, diffusé dans toute la Russie, mêle confrontations psychologiques et spectacles télévisés, une sorte de croisement entre le Dr Phil et Jeremy Kyle. Dans un pays où le porno est tabou, souvent stigmatisé, parfois même illégal, cette invitation représentait bien plus qu'une simple apparition médiatique. C'était une mise en accusation en direct. L'émission a été diffusée début avril 2022 et Nastia s'est retrouvée au centre du plateau, seule face à un public nombreux, à un panel d'experts et même face à sa propre mère. Ce n'était clairement pas un débat équitable, mais une mise en scène, une démonstration publique. Elle était là pour être interrogée, jugée, déconstruite, exposée. Mais malgré la pression, Nastia a su garder son calme. Elle s'est tenue droite, prête à parler, à expliquer, à défendre ses choix. Il fallait une force intérieure qui est immense pour affronter ce genre d'arène. Mais le plus cynique restait à découvrir. Tous les invités présents ce jour-là, y compris sa mère, avaient été payés pour venir. Payés pour s'asseoir, juger, critiquer. Même ceux qui étaient censés l'aimer. Le présentateur annonce l'émission avec un ton volontairement dramatique. Il promet de lever le voile sur une jeune femme couverte de tatouages dont les choix jugés scandaleux ont plongé sa mère dans le désespoir. L'ambiance est évidemment très lourde dès les premières secondes. Derrière le rideau, Nastia regarde en silence les premières images diffusées à l'écran. Elle n'est même pas encore sur le plateau que son procès public a déjà commencé. Sa mère prend la parole la première. Sa voix est tremblante, brisée par l'émotion, comme si elle portait à elle seule toute la honte et l'incompréhension d'une société face à sa fille. Face au public, aux experts, à l'animateur, elle raconte comment, en à peine un mois, Nastia est devenue une actrice pornographique. Elle accuse directement Dimitri, le mari de sa fille, de l'avoir entraînée dans ce monde. Nastia, en coulisses, entend chaque mot. Et ce n'est pas une discussion, c'est un lynchage. L'émission ne cherche pas à comprendre, elle veut pointer du doigt, humilier mais surtout condamner. Quand enfin Nastasia entre sur scène, c'est une toute autre énergie qui s'installe. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle ne supplie pas. À la place, elle se tient droite, le menton levé, comme si elle portait une armure invisible. Elle prend le rôle qu'on lui a déjà assigné sans lui demander son avis, celui de la provocatrice, de la rebelle. Elle hausse ses épaules face aux accusations, répond par des moqueries, renverse les critiques par des piques ironiques. Et à un moment, elle lance même, avec un sourire désinvolte, « Je suis la norme de beauté. Mes photos devraient être partout. » Nastia ne cherche pas à convaincre. Elle sait que personne dans cette salle ne l'écoutera réellement. Alors, plutôt que de s'épuiser à réclamer une empathie absente, elle joue le jeu qu'on attend d'elle. Elle affiche une confiance insolente. Elle feint de maîtriser la situation. Elle prétend que cette vie est celle qu'elle a toujours souhaitée. Puis vient la question qui plane depuis le début. Est-ce Dimitri qui l'a poussée vers l'industrie graphique ? Nastia répond son détour, d'un ton tranchant. Non, c'était ma décision. J'en ai toujours eu envie. Je n'avais juste jamais trouvé quelqu'un pour me soutenir, quelqu'un pour tenir la caméra. Avec cette déclaration, elle efface complètement toute implication de Dimitri. Elle transforme le récit en histoire d'autonomie. Selon elle, ce choix n'est pas une dérive imposée, mais une libération assumée. Mais quand on connaît son parcours, cette version soulève quand même des doutes. Avant Dimitri, sa vie n'avait rien à voir avec ce monde. Tout a changé à une vitesse fulgurante et toujours sous son influence. Elle explique ensuite qu'elle gagne désormais plus d'argent qu'elle n'en a jamais gagné auparavant. Elle a affirmé que c'est grâce à Dimitri, qui connaît très bien l'univers du porno, ayant lui-même travaillé dans ce milieu depuis plusieurs années. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il reproduit ce schéma. Avant Nastia, il avait déjà initié Margarita, son ex, à cette même trajectoire. Un malaise s'installe alors dans la pièce, un silence pesant. Pour la première fois, les spectateurs perçoivent un motif qui se répète. Chaque femme qui croise la route de Dimitri finit dans la pornographie. Et c'est à ce moment précis qu'un nouveau témoin entre en scène, Margarita. On pourrait alors s'attendre à une confrontation qui est explosive avec tout le monde qui hurle, plein de cris et de règlements de compte, mais non, pas du tout. Ce qui se déroule est même bien plus glaçant. Margarita avance lentement, le visage fermé, les épaules tendues. Elle tremble, sa voix est à peine audible,
Elle s'exprime quand quelqu'un qui n'a plus la force de se battre, comme une survivante qui revient sur les lieux d'un traumatisme. Chaque mot semble lui coûter. Elle doit s'arrêter régulièrement pour avaler ses larmes. En face, Nastia garde son masque. Elle reste impassible, presque moqueuse. Elle lève les yeux au ciel, sourit en coin, lâche quelques remarques acides. Elle se glisse encore davantage dans le rôle de la méchante que l'émission a construit autour d'elle. Mais le ton bascule une nouvelle fois quand l'animateur se tourne vers Margarita et lui pose la question fatidique. « Aimez-vous encore Dimitri ?» Elle répond alors sans hésiter « Non. » « Êtes-vous jalouse de Nastia ? » ?»« Pas du tout. » Et enfin « Pensez-vous que leur mariage tiendra ?» Margarita n'a pas une seconde d'hésitation. Elle répond d'une voix ferme « Non, pas une seule chance. Dimitri ne fait que l'utiliser. » Pour Margarita, ça ne fait aucun doute. Dimitri n'a jamais aimé Nastia. Son choix n'était pas guidé par l'amour, mais par l'intérêt. Nastia était déjà célèbre. Elle avait du succès, une communauté qui la suivait en ligne. Et c'est exactement ce que Dimitri cherchait. Une femme déjà connue, une vitrine prête à l'emploi pour construire un empire. Il voulait grimper vite, et il l'a choisie parce qu'elle pouvait l'emmener plus haut. Margarita, elle, n'avait pas cette notoriété. Elle a été la première à l'accompagner dans ce monde, mais pas de son plein gré. Elle l'a dit en direct, elle n'a jamais voulu faire de porno. Elle l'a fait parce que c'est lui qui l'y a poussé, parce qu'elle avait peur de le perdre. Il ne l'a peut-être jamais menacé frontalement, mais ce n'était même pas nécessaire. Il a utilisé cette forme de pression lente, insidieuse, qui ronge peu à peu vos défenses. Ce genre de manipulation invisible qui vous pousse à dire oui alors que tout vous hurle à dire non. C'est ainsi que le contrôle fonctionne, pas avec des chaînes visibles, mais avec la peur du vide, la peur de l'abandon. Et même si techniquement, Margarita est entrée dans l'industrie par choix, ce choix n'est qu'une illusion. Ce qu'elle décrit, ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation dominée par la peur. Une peur tellement forte qu'elle a préféré renoncer à ses propres limites plutôt que de perdre celui qu'elle pensait aimer. Le simple fait qu'elle ait osé dire ça à la télévision, devant un public, devant Nastia, devant Dimitri quelque part en coulisses, relevait d'un courage immense. Pendant qu'elle parlait, Nastia, elle, restait figée dans son personnage de mauvaise fille, sarcastique, froide, presque cruelle. Elle ne croyait pas à un mot. Elle levait les yeux au ciel, raillait chaque mot de Margarita et répétait encore et encore que son ex n'était qu'une femme amère, jalouse d'avoir été remplacée par mieux. À un moment, elle a même lâché ceci. « Tu n'es rien sans lui. Moi, je peux gagner de l'argent toute seule. J'ai des vraies compétences. » À première vue, Nastia joue la carte de la femme forte, de la patronne indépendante, celle qui n'a besoin de personne pour réussir. Elle affirme qu'elle contrôle tout, qu'elle décide pour elle-même. Mais derrière ce masque, la réalité est tout autre, elle est bien plus trouble. Cette confiance affichée, presque arrogante, son ton sec, ses répliques cinglantes, tout ça sonne faux. On dirait une armure forgée à la hâte pour masquer une douleur qui est bien plus profonde. En l'écoutant, on a presque l'impression qu'elle ne se dispute pas avec Margarita, mais avec elle-même. Comme si, quelque part, une petite voix dans sa tête murmurait une vérité qu'elle refusait d'entendre. Et puis, Margarita commence à raconter. Pas Nastia, pas la mère, pas les experts, non. Margarita, seule, les yeux embués, la voix tremblante, prend le micro pour révéler qui est réellement Dimitri. Elle parle de l'homme qu'il était au début, charismatique, attentif, aimant, et de ce qu'il est devenu. Froid, distant, brutal. Elle évoque le jour où tout s'est effondré. Il est rentré chez eux, sans un mot de tendresse, sans explication, a fait ses valises et lui a dit simplement « Je ne t'aime plus ». Le ton était glacial. Aucun regret, aucune émotion, juste ce détachement glacial qu'on trouve parfois chez ceux qui ont déjà tourné la page depuis longtemps. L'animateur lui demande alors « Est-ce que vous le voulez encore ?» Elle répond sans hésiter « Non, je ne veux pas d'un homme qui m'a frappé ». À cet instant précis, tout bascule. Puisque jusqu'ici, il n'y avait que des soupçons, des insinuations. Mais là, le voile il tombe. On n'est plus dans la suggestion, on entre dans la violence. Dimitri n'a pas seulement manipulé, il a levé la main, il a été violent, et soudain, le silence s'abat sur le plateau. Plus personne ne commente, plus personne ne parle, le public retient son souffle.
L'ambiance, elle change drastiquement sur le plateau. Plus personne ne peut se cacher derrière l'excuse du divertissement. Mais Nastia, elle ne recule pas. Elle ne scie même pas. Et Margarita poursuit, malgré la peur qui tremble dans sa gorge. Elle raconte ce moment précis, le jour où Dimitri l'a quittée, il l'a étranglée. Il a enroulé ses mains autour de son cou, il a serré, et au moment même où elle commence à évoquer cette scène de terreur, Nastia la coupe, froidement. D'un ton implacable, elle lance « C'était de la légitime défense, elle l'a attaqué en première, il avait le droit. » Cette phrase, elle change tout. Dans une salle où tout le monde vient entendre un témoignage glaçant de tentative d'étranglement, Nastia, elle, choisit de défendre l'agresseur présumé. Non seulement, elle ne doute pas de lui, mais en plus de ça, elle justifie ses actes. Et il lui pose la question que tout le monde redoute. Est-ce que ça ne vous fait pas peur de savoir que votre fille est mariée à un homme comme ça, et qu'elle le défend toujours ? La réponse aurait pu marquer un tournant, une prise de conscience, un sursaut. Mais non. La mère de Nastia le défend avec véhémence, qualifiant de Dimitri de garçon timide et calme. Elle avoue être déconcertée par les accusations de Margarita, forcément, ne croyant tout simplement pas que Dimitri puisse commettre de tels actes. D'un ton presque dubitatif, elle suggère que Margarita ment probablement pour nuire. Imaginez la scène. La seule personne censée protéger Nastia, celle qui devrait s'inquiéter et faire preuve de vigilance, balaie d'un revers de main les graves allégations d'abus émotionnels et physiques. Le plus choquant, c'est que pendant que Margarita lutte pour se libérer de son silence, tentant de mettre en garde Nastia pour qu'elle ne tombe pas dans le même piège, elle est accueillie par le mépris, la moquerie et la dénégation. Au moment où on croit que la situation ne peut se détériorer davantage, Dimitri fait son entrée dans le studio. Contrairement à l'image de puissance et de charme que beaucoup auraient pu imaginer, il apparaît faible, hésitant, presque effacé. Son attitude trahit un manque total de confiance en lui, comme s'il ne sentait pas sa place dans ce conflit. Dimitri s'assoit alors calmement à côté de Nastia. Lorsque l'animateur lui demande pourquoi il a quitté Margarita pour elle, Dimitri lance froidement, avec une pointe de mépris « Regardez, vous ne voyez pas la différence ?» Une phrase méprisante qui franchit toutes les barrières du respect et de la décence. Margarita, calme et digne, reste silencieuse, tandis que cette réplique cruelle résonne dans la pièce. Il enchaîne ensuite en qualifiant Margarita d'hystérique, usant d'un terme désuet et sexiste souvent utilisé pour minimiser et discréditer les émotions des femmes. C'est comme s'il sous-entendait que ses pleurs et ses souffrances justifiaient les violences qu'elle aurait subies. Le reste du panel, alarmé, tente alors de secouer Nastia et lui fait ouvrir les yeux. Il lui demande pourquoi, si Dimitri a frappé Margarita, elle pense qu'il ne lui ferait jamais la même chose. Il l'incite à réfléchir sur la manière dont il parle de son ex devant des millions de téléspectateurs et sur ce que cela pourrait annoncer pour leur propre avenir. Mais Nastia reste imperméable à toute tentative de raison. Elle est tellement enfoncée dans l'illusion d'un amour toxique qu'elle voit Dimitri comme un héros, un protecteur. Elle exhibe fièrement les cadeaux qu'il lui a faits. Manteau de fourrure, maquillage, voiture, fourniture d'art. Mais le véritable retournement de situation, c'est quand ces présents ne proviennent pas de Dimitri lui-même, mais de l'argent que Nastia a gagné par son propre travail acharné. Dimitri ne fait que jouer le rôle de celui qui offre, cachant la vérité que c'est Nastia, avec son talent et son énergie, qui finance tout. Au fond, Dimitri n'est qu'un assistant glorifié, un organisateur de rendez-vous, un planificateur de publications sur les réseaux sociaux, un manager logistique. C'est Nastia qui porte toute la charge, c'est elle que le public suit, c'est elle qui apparaît dans les vidéos. La majorité de l'argent devrait légitimement lui revenir. Pourtant, dans sa tête complètement embrouillée, Nastia croit fermement qu'elle ne peut pas exister sans lui. Dimitri a ancré cette idée dangereuse. Si elle pense dépendre de lui, elle fera tout ce qu'il demande, sans contestation. Le message qui résonne tout au long de cet épisode est clair. Arrêtez de voir cette relation à travers des lunettes roses. C'est un avertissement que beaucoup tentent de faire entendre à Nastia, un appel à la lucidité. Il lui répète inlassablement que cette histoire pourrait finir exactement comme celle de Margarita. Les mêmes schémas se répètent, manipulation subtile, violence répétée, puis l'abandon cruel. Mais malgré tout ça, Nastia refuse de lâcher prise. Elle s'accroche fermement à son rêve, à son fantasme intime, répétant avec conviction « Non, Dimitri ne ferait jamais ça ».
Mais ce que personne ne sait encore, c'est que 3 mois seulement après cette émission, Dimitri fait une déclaration publique de soutien, puis Nastia disparaît sans laisser la moindre trace. Oui, elle s'efface du monde, elle s'évanouit totalement. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en avril lors de ce talk show. À l'écran, elle affiche une confiance de façade. Elle se vante de la beauté de sa vie, de ses succès, de l'amour qu'elle partage avec Dimitri. Mais dans les coulisses, tout s'effondre peu à peu. Le calme apparent n'est qu'un vernis qui commence à se fissurer. Dimitri a cessé de travailler complètement. Autrefois, lorsqu'il était avec Margarita, il avait quelques contrats dans l'informatique, mais maintenant, il ne fait plus rien. Il dépend entièrement des revenus générés par Nastia. Ce déséquilibre financier attise les tensions et les disputes se multiplient. Désemparée, Nastia confie à sa mère qu'elle envisage sérieusement de quitter Dimitri, et peut-être même la Russie. En moins de 2 mois, Nastia bascule complètement. De la défense inébranlable de Dimitri à la télévision, elle passe à la planification secrète de sa fuite. Elle commence à vendre ses affaires, économise chaque sou et concentre ses rêves sur la Corée du Sud, un pays qu'elle adore. Elle y a des amis, elle aime la culture, elle imagine y ouvrir son propre salon de tatouage et recommencer à zéro. Mais ce désir d'indépendance cache aussi une toute autre réalité. La rumeur court qu'un nouvel homme est entré dans sa vie. Kirill, un TikToker populaire, mystérieux et séduisant. On ignore la profondeur exacte de leur relation, mais leur proximité est indéniable. Nastia lui fait pleinement confiance et elle se confie à lui. Elle lui révèle toute sa fatigue, toute sa colère contre Dimitri, son refus de continuer de porter le poids d'un homme qui ne travaille pas et qui se contente de vivre à ses dépens. Elle aspire à tout quitter. À ce moment-là, Nastia est clairement arrivée à bout. Son cœur est rempli de colère, de ressentiment, mais aussi d'une soif ardente de liberté. Elle veut couper le cordon, fuir vers la vie dont elle a toujours rêvé. La dernière semaine de juillet, Dimitri quitte enfin l'appartement. Leur relation se termine officiellement, même si les circonstances exactes restent floues. On ne sait pas comment s'est déroulée cette séparation, ni quelle a été la réaction de Dimitri. Ce qui est certain, c'est que Nastia a déjà pris sa décision et elle est prête. Elle vend ses voitures, liquéfie ses biens et se prépare à déposer une demande de divorce. Sa liberté est à portée de main, ainsi que le départ vers la Corée du Sud. Quant à Dimitri, il nourrit probablement encore l'espoir qu'ils peuvent se réparer, que tout n'est qu'une mauvaise passe. Mais pour Nastia, c'est terminé définitivement. Le 31 juillet, Nastia passe quelques heures avec Kirill. Ils s'amusent, ils rient, partagent une soirée légère et détendue. Tout semble aller parfaitement bien. Pourtant, plus tard dans la nuit, juste après leur séparation, Nastia lui envoie un message inattendu, sec et brutal. « Je ne veux plus le voir, c'est fini. » Aucun avertissement, aucune explication. Kirill, il est stupéfait. Il n'avait absolument rien vu venir. La soirée avait été remplie de rires, de complicité, sans le moindre signe d'un malaise caché. D'un point de vue de Kirill, tout semblait aller dans la bonne direction. Il pensait qu'ils se rapprochaient, que leur relation se renforçait. Mais ce message tranche net, comme s'il venait d'une personne totalement différente de celle avec qui il venait de passer du temps. Ce décalage le laisse désemparé, sans réponse. La semaine suivante, l'Instagram de Nastia paraît parfaitement normal. On y voit des selfies habituels, des promotions de ses cours, la mise en vente de ses vêtements en prévision du déménagement, rien ne semble anormal. Et pourtant, sa mère et ses amis les plus proches sentent que quelque chose cloche. Les messages affluent, mais le ton est changé, distant. Il manque cette chaleur, cette étincelle qui animait auparavant chaque échange. Peu à peu, les publications s'arrêtent. Plus de selfies, plus de vidéos en direct. Tout ce qu'elle poste semble désormais préenregistré, presque comme si quelqu'un d'autre gérait son compte. Il n'y a plus de diffusion en live, ni d'appel vidéo. Le seul contact reste limité aux messages écrits, sans voix, sans visage, sans présence réelle. C'est alors que les doutes s'installent. Est-ce vraiment Nastia derrière cet écran, ou quelqu'un fait-il semblant pour elle? La question hante tous ceux qui la connaissent. Trois jours après cette étrange période, Dimitri se retrouve avec un groupe d'amis. Parmi eux, Laya, un ami commun proche à la fois de Dimitri et de Nastia. Lors de ce rassemblement, Dimitri lâche une révélation terrifiante, complètement inattendue. Il confie que, au début de leur relation, Nastia lui avait fait une demande troublante. « Si jamais
deviens tellement déprimé et brisé que je ne veux plus vivre, promets-moi de me tuer. Pas quand je te le demande, mais quand je m'y attends le moins, quand j'en aurai vraiment assez. » Cette déclaration évoque un pacte macabre, un accord tordu entre deux âmes en souffrance. Elle partirait, lui survivrait, et peut-être que ça leur apporterait enfin une forme de paix. Tout le cercle proche savait que Nastia avait combattu la dépression pendant des années. Alors, quand Dimitri parle de ce pacte, ça paraît au départ plausible, presque compréhensible. Mais ce qui frappe le plus Laïa, c'est la froideur de Dimitri en racontant ça, l'absence totale d'émotion dans sa voix. Il poursuit calmement, sans le moindre remords apparent. « Nous avions cet accord. Si elle atteignait ce point, je devais la terminer, quand elle ne s'y attendait pas. » Laïa reste figée, incapable de croire que Nastia, malgré toutes ses luttes, ait pu demander une chose pareille. Elle se souvient de la force qu'elle essayait d'afficher, de son combat acharné pour tenir bon. Mais Dimitri ne s'arrête pas là. Il raconte que, dans les dernières semaines, Nastia l'a supplié, encore et encore, et finalement, il aurait cédé. Sous le choc, Laïa lui demande si ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a tué Nastia. Et Dimitri répond sans hésiter, d'un ton détaché : « Oui, je l'ai poignardée, elle est dans la baignoire. » Laïa a du mal à respirer, mais Dimitri hausse simplement les épaules et ajoute : « Détends-toi, j'ai tout sous contrôle, pas besoin d'appeler la police. Soit je me rends, soit je me suicide, je vais trouver une solution. » Imaginez le choc, apprendre que votre amie est morte et que le meurtrier est un autre ami. Vous voilà piégé dans un cauchemar. Vous devez faire face à cette réalité insupportable, vous demandant s'il s'agissait d'un accord mutuel effroyable ou d'un meurtre brutal et sans appel. Nastia avait-elle vraiment accepté de mourir ? Ou n'était-ce qu'une autre manipulation cruelle de la part de Dimitri ? Et même si un suicide avait été envisagé, qui choisit une méthode aussi violente qu'un coup de couteau ? Une semaine entière s'écoule après la confession choquante de Dimitri, et pourtant, il ne se rend pas à la police, et il ne se suicide pas non plus, malgré ce qu'on aurait pu imaginer. Au contraire, il agit avec une désinvolture glaçante. Il commence à vendre en ligne les affaires personnelles de Nastia. Il demande même à prolonger le bail de l'appartement qu'il partageait, comme si rien ne s'était passé. Aucun remords ne transparaît dans ses actes, aucune peur, aucun signe de culpabilité. Il continue à vivre au grand jour sans tenter de se cacher. De son côté, Laïa observe tout ça avec un mélange croissant d'inquiétude et de détermination. Elle réalise qu'elle a bien trop attendu, peut-être par peur ou alors par déni. Mais maintenant, il est clair que le moment est venu d'agir. Le 9 août, après avoir longtemps hésité, elle prend enfin la décision cruciale. Elle compose le numéro de la police, elle leur raconte tout. La confession glaçante de Dimitri, son calme troublant lorsqu'il a parlé du meurtre, et son impression que Dimitri compte fuir. Les policiers arrivent donc rapidement sur place, et sur les indications de Laïa, ils forcent la porte de l'appartement et entrent dans un véritable cauchemar. Le lieu est désert, vide de toute présence humaine. Dimitri a disparu, laissant derrière lui une scène macabre. Il découvre le corps de Nastia dans la baignoire, exactement comme Dimitri l'avait décrit. Le corps, en état de décomposition avancée, témoigne qu'elle est morte depuis au moins une semaine. Elle a reçu 13 coups de couteau. La jeune femme n'a que 26 ans, pleine de projets, prête à commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays, et en fait, sa vie s'est arrêtée brutalement par les mains de son mari. La police lance immédiatement une chasse à l'homme pour retrouver Dimitri. Contre toute attente, il le localise en moins de 24 heures. Il n'a même pas cherché à s'éloigner, se cachant simplement dans un motel à une trentaine de minutes de là. Il est arrêté et placé en détention. L'annonce de la mort de Nastia se répand rapidement parmi les amis et sa famille, plongeant tout le monde dans un état de choc. Ce qui frappe le plus, c'est cette étrange sensation qu'avaient ressenti plusieurs proches de Nastia dans les jours précédents. Ce n'était pas une simple paranoïa. Ce comportement distant, cette absence de vie dans ses messages et publications, tout ça était réel. Nastia était déjà morte et quelqu'un d'autre, Dimitri, utilisait son téléphone, ses comptes, ses réseaux sociaux pour faire croire qu'elle était encore là. Une véritable usurpation numérique, un masque virtuel pour dissimuler l'horreur. La police reconstruit la soirée fatale du 31 juillet. Cette nuit-là, Nastia passe du temps avec Kirill et tout semble aller pour le mieux. Il rit, il partage des moments légers. Plus tard, Dimitri arrive à son appartement.
On ne sait pas s'il y est invité ou s'il est rentré de force, mais l'évidence est là. Nastia s'apprête à partir. L'appartement est en désordre, ses affaires sont emballées, triées, prêtes à être vendues ou emportées. Elle planifie un départ imminent, bien plus rapide que ce que Dimitri avait imaginé. Elle compte quitter la Russie, sans doute pour Kirill, quelqu'un qui symbolise une nouvelle vie. Dimitri, lui, ne peut pas la suivre. Il n'a ni passeport, ni possibilité de voyager. Peut-être, ce soir-là, il a compris aussi une autre chose. Il ne peut pas empêcher Nastia de partir, ni vers un autre pays, mais ni vers un autre homme. Lors de son interrogatoire, il raconte froidement qu'ils se sont disputés. Il avoue avoir perdu le contrôle, pris un couteau et l'avoir poignardé. Puis, il a paniqué et s'est enfui. Fait troublant, cette version actuelle, livrée juste après son arrestation, est rapidement abandonnée. Dimitri retourne à son récit initial, celui de l'accord de la mort. Il prétend que Nastia lui avait demandé de la tuer quand elle ne pourrait plus supporter la vie, qu'elle était épuisée au bord du gouffre. Et cette fois, il n'est plus seul à propager cette idée. Un de ses amis poste sur Instagram des messages dérangeants, affirmant que Nastia voulait vraiment en finir, qu'il n'y avait pas eu de lutte ni de psychose. Selon lui, elle l'aurait supplié 3 fois, et Dimitri aurait été contraint d'exécuter ce pacte. Cependant, cette version ne convainc pas tous les proches. Pour beaucoup, le meurtre reste un crime brutal et incompréhensible. La disparition et la mort de Nastia deviennent un des événements les plus médiatisés de la Russie. Une jeune femme, suivie par plus de 300 000 personnes sur les réseaux sociaux, disparaît sans explication. Son décès secoue la communauté, engendrant rumeurs, théories et débats enflammés. Dimitri, qui jusqu'alors était une figure publique dans des vidéos et photos, se retrouve soudainement à réclamer la protection de son anonymat. Là, ça l'arrange bien. Évidemment, ses appels à la confidentialité restent vains, son nom est désormais partout. La date de l'audience de Dimitri est fixée à janvier 2023. Mais avant ça, la police le ramène à l'appartement de Nastia pour une reconstitution macabre du meurtre. Une vidéo troublante fuit rapidement sur internet. On y voit Dimitri, menotté, pénétrer dans l'appartement, tenant un mannequin en plastique. Calmement, il mime le geste meurtrier, montrant comment il l'a poignardé. Cette image glaçante glace le sang de quiconque la regarde, car dans la réalité, ce n'était pas un simple mannequin qu'il avait sous les yeux. C'était Nastia, une vraie femme, étendue là, le corps ensanglanté, sans vie. Le contraste entre la froideur du geste et l'horreur du fait est insupportable. Puis le 22 janvier, Dimitri avoue enfin. Il raconte que, après l'avoir poignardé, Nastia est morte dans ses bras. Pris de panique, il l'a portée jusqu'à la baignoire, où il l'a laissée là, complètement inanimée. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Pendant une semaine entière, il maintient tous ses comptes sur les réseaux sociaux complètement actifs. Il envoie des messages à ses amis, répond à des messages, il publie des stories, vend des affaires. Il fait comme s'il était toujours vivante, gardant sa présence numérique intacte, alors que son corps pourrit dans cette baignoire. Cette duplicité glaçante est sans doute la partie la plus dérangeante de toute cette histoire. Pendant le procès, le juge déclare que Dimitri a attaqué Nastia par jalousie. Pourtant, la peine prononcée choque. 8 ans de prison. 8 ans seulement. Mais cette peine, bien que courte, se révèle d'être un cauchemar en soi. Dimitri est envoyé à IK3, une prison tristement célèbre surnommée le Loup polaire, située en Sibérie. Là-bas, les conditions y sont extrêmes. La lumière du jour est quasiment absente, même en pleine journée, et le froid descend régulièrement jusqu'à moins 20 degrés. Les détenus sont souvent forcés de rester à l'extérieur, parfois à peine vêtus, tandis qu'on leur asperge de l'eau glacée. Les violences, humiliations publiques, coups et gaz lacrymogènes sont monnaie courante. Plusieurs prisonniers ont préféré mettre fin à leur jour pour échapper à ce lieu infernal. Alors oui, 8 ans, ce n'est pas long en prison, mais 8 ans dans cet enfer glacé, c'est une sentence à part entière. Bien sûr, rien ne peut ramener Nastia, mais ça reste un soulagement pour la famille. Ses funérailles ont lieu en privé, dans un silence lourd. Pourtant, sa mère accepte que des photographes et vidéastes entrent, mais pas gratuitement. Elle est payée pour laisser filmer ces moments. Cette décision provoque évidemment l'indignation de beaucoup de personnes qui jugent ça irrespectueux, presque cynique. Transformer le dernier hommage à sa fille en spectacle médiatique, qui plus est, monnayé. Toute la famille assiste à la cérémonie.
y compris son père. Pourtant, la grand-mère et la mère de Nastia restent assises aux extrémités opposées de la pièce, évitant tout échange. On devine une tension profonde, sans doute un désaccord silencieux sur la présence des caméras. Et pour ceux qui se rappellent le fameux talk show dont on a parlé un petit peu plus tôt, dont Nastia avait fait partie, eh bien un épisode de suivi a été organisé. Eh bien sachez qu'un épisode de suivi a été organisé. Cette fois, Laya, l'amie de Dimitri qui a finalement appelé la police, est invitée. La mère de Nastia, vêtue de noir, y est aussi. Elle pleure en racontant qu'elle avait peu à peu compris que les textos qu'elle recevait ne venaient pas de sa fille. Puis, Laya monte à son tour sur scène, encore visiblement bouleversée. Elle décrit comment Dimitri a tenté de dissimuler ses traces. Il avait scellé les bouches d'aération et les tuyaux avec du ruban adhésif pour empêcher l'odeur de la décomposition de s'échapper et d'alerter les voisins. Il avait même demandé une prolongation du bail, comme s'il ne comptait pas déplacer le corps. En entrant dans l'appartement, Laya raconte avoir été envahie par une odeur lourde, familière, le parfum de Nastia. Dimitri avait vidé une bouteille entière pour masquer l'odeur de la mort. Mais après la mort de cette jeune femme, un autre drame surgit. Une partie de son contenu pour adultes est divulguée et diffusée par les médias. C'est une des dimensions les plus cruelles de cette histoire. Les journalistes, au lieu de respecter sa mémoire, ont activement participé à la diffusion de ces vidéos privées dès 2022. Certains commentateurs vont jusqu'à dire ceci. Pourquoi le meurtre d'une star du porno mérite-t-elle autant d'attention ? Cette cruauté insidieuse brise ce qu'il reste d'humanité autour d'elle, comme si son métier la rendait moins digne de compassion, moins digne d'être pleurée. Cette histoire nous laisse avec bien plus que des faits. Elle soulève des interrogations profondes sur la nature humaine, la justice et la manière dont nous traitons la mémoire des victimes. Comment pouvons-nous vraiment honorer ceux qui ne sont plus là sans tomber dans le sensationnalisme ou la cruauté ? Malheureusement, dans cette affaire, la pauvre jeune femme était complètement sous l'emprise de Dimitri. Ce qui fait que même avec des dizaines et même des millions de spectateurs qui lui répétaient qu'elle était dans une relation toxique, que cet homme profitait d'elle, elle a mis quand même du temps à s'en rendre compte. Et malheureusement, trop de temps, puisque au moment où elle s'en est rendu compte, c'était trop tard, et l'homme l'a assassinée. Et je trouve ça tellement bête parce que c'est une jeune femme qui avait eu un début de vie chaotique, qui s'en était vachement bien sortie. Elle s'en était grave bien sortie quand tu vois la vie de misère qu'elle a eue au départ et qu'elle a réussi à créer des sociétés, à être tatoueuse, à être une tatoueuse renommée, à gagner pas mal d'argent pour la Russie, même avoir des réseaux avec pas mal d'abonnés. Franchement, elle était bien, elle avait une vie qui était bien construite et elle avait le style qu'elle avait, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jugent par rapport au style, alors que pas du tout, ça ne veut absolument rien dire, mais bon, voilà, on a une vision très archaïque pour certains de ceux qui ont des tatouages. Voilà, malgré son style, elle avait réussi à prouver aux autres que justement le style ne définit pas qui nous sommes et qu'on peut faire quand même de grandes choses malgré tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.